La pollution marine et continentale. Il est impératif d'attirer l'état d'urgence écologique parce que la pollution est devenue une menace de guerre écologique qui nécessite une mobilisation à la fois des pouvoirs publics et de citoyens. On est en train de perdre la bataille. Le dernier rapport du GIEC, c'est on a jusqu'à 2030 pour faire une bascule radicale. Si on ne change pas rapidement les choses très vite, plus rien n'aura d'importance. On est ridicule. Nos enfants nous jugeront comme des criminels. Je m'appelle Claude Lorius. Je suis glaciologue. J'aime dire maintenant que le bleu du ciel est menteur. Il nous fait voir un monde qui n'est plus celui-là. Un monde sur lequel l'homme a marqué son empreinte et dont en fait on ne sait pas comment sortir. Le défi est énorme parce qu'il s'agit de créer des plans de redressement qui puissent faire basculer l'effort de croissance économique dans l'économie durable. La production des produits de consommation devrait privilégier les produits dégradables. Un programme conséquent qui nécessite la coopération de tous. Développement durable, tout le monde en parle. Mais qu'est-ce que ces mots signifient réellement? Prenons 3 minutes pour comprendre ce qu'est le développement durable. L'idée d'un développement durable apparaît à la fin des années 80 comme une réponse possible aux crises sociales et environnementales auxquelles l'humanité fait face. Avec la mondialisation, les inégalités sont de plus en plus flagrantes entre pays riches et pays pauvres. Les prévisions de croissance démographique interrogent. Comment nourrir une population de 9 milliards d'humains en 2050? Comment assurer à tous un accès à l'eau potable, à la santé et à l'éducation? Comment protéger la biodiversité et lutter concrètement contre le changement climatique? Comment faire en sorte que le développement industriel soit source de progrès pour tous? On imagine alors un nouveau mode de développement, ou plutôt une variante au modèle en place, qu'on appelle tout simplement le développement durable. Sa définition officielle est donnée en 1987 au moment de la préparation du 3e sommet de la Terre à Rio. Un développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Ça vous paraît abstrait? Pour être plus clair, développement durable signifie que la croissance doit se faire dans le respect de la nature et des hommes. Alors, où la durabilité est-elle atteinte? Juste ici, où les objectifs économiques, la responsabilité sociale et la préservation de l'environnement se rejoignent. Vous vous demandez si une entreprise peut combiner respect de l'environnement, équité sociale et réussite commerciale? Eh bien, la réponse est oui. Et le développement durable crée même de la valeur. Voici quelques exemples. Améliorer l'outil industriel pour consommer moins d'énergie et d'eau, c'est bon pour l'environnement et pour le porte-monnaie. Recourir à l'éco-conception des produits et des emballages pour qu'ils n'utilisent que le juste nécessaire de matière. C'est économiser les matières et réduire le transport. Être à l'écoute des salariés. Leur permettre de mieux vivre au travail et de développer leurs compétences, c'est renforcer leur engagement. Or, avec des salariés engagés, une entreprise enregistre des performances nettement supérieures. Penser les produits pour les rendre accessibles aux populations les plus démunies, c'est s'installer sur de nouveaux marchés. Ceux dont les populations vont croître fortement d'ici 2050. Vérifier les conditions de travail chez les fournisseurs et les sous-traitants, c'est minimiser les risques qui pourraient ternir l'image de l'entreprise. Vous l'avez compris, le développement durable impacte tous les domaines. De plus en plus d'entreprises comprennent qu'elles ont d'importantes responsabilités économiques, sociales et environnementales. Et elles l'assument. Parions que les entreprises qui saisissent cette occasion de créer de la valeur auront les succès les plus durables. Le monde entier est impliqué pour sauver la nature, d'en remédier et relever le défi de l'économie durable. Il va sans dire d'évoquer un état d'urgence de nuisances dévastatrices qui détruit l'écologie. Nous percevons un état d'appauvrissement du monde de la nature qui va aux dépens de la vie même. Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures qui s'imposent en pénalisant les actes de crime écologique. La nature est en danger, la gestion régulée des ressources va de la défense de la survie.
la nature est dans son intégralité transformée en gestion économique. Depuis l'eau du sous-sol jusqu'à l'ozone de l'atmosphère, les activités humaines en sont étroitement liées. Dans le monde entier, la température En a déjà 50 augmenté ans, de 0,8 l'Afrique a perdu près de degrés 700 depuis 000 l'époque kilomètres. pré-industrielle. Les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont atteint les niveaux les plus élevés depuis au moins 800 000 ans. Selon nos capacités à maîtriser nos émissions futures, le thermomètre pourrait encore gagner jusqu'à 5 degrés d'ici 2100, ce qui aurait un fort impact sur la vie sur Terre. Même dans les scénarios plutôt optimistes, l'accélération du réchauffement climatique menace les ressources disponibles en eau potable et la sécurité alimentaire de millions de personnes. Les 4 principales cultures vivrières mondiales, blé, maïs, riz, soja, vont perdre en productivité. Et pourtant, d'ici 2050, il faudrait doubler la production alimentaire pour nourrir les 9 milliards de personnes que comptera la planète. Parallèlement, 20 à 30% des espèces animales et végétales sont menacées d'extinction, les variations de température étant trop rapides pour qu'elles s'adaptent. Pour chaque degré Celsius de réchauffement moyen, le niveau de la mer s'élèvera entre 26 et 98 cm d'ici la fin du XXIe siècle en raison de la fonte des glaces. Cela provoquera des phénomènes migratoires de grande ampleur. Même 30 cm de hausse peuvent avoir un impact considérable, aggravant les phénomènes climatiques extrêmes. Tempêtes, sécheresses, inondations ou glissements de terrain. L'eau des glaciers terrestres se raréfiant, le débit des fleuves va diminuer, pesant ainsi sur la production hydroélectrique ou l'agriculture. Affecter également les océans, les importantes migrations de stocks de poissons vers les eaux fraîches redessinent la carte des zones de pêche, privant ainsi certaines populations d'une ressource alimentaire essentielle. Enfin, les effets cumulés du réchauffement climatique vont exacerber des conflits violents dans certains pays pour des terres ou des ressources en eau. L'inertie du changement climatique est considérable, de l'ordre de plusieurs siècles, et elle est due aux émissions de CO2 passées, actuelles et futures. L'ampleur et l'impact de ces changements dépendront des choix d'aujourd'hui. En 50 ans, l'Afrique a perdu près de 700 000 km² de terres productives. L'explosion démographique et la surexploitation agricole ont accéléré l'épuisement des sols et des ressources en eau. Ces impacts, conjugués à une pollution croissante au niveau mondial des nappes souterraines, affectent dangereusement l'équilibre de la planète. Et l'on peut considérer que la désertification menace aujourd'hui plus de 20% des terres émergées. Les écologistes sont sur le terrain de la lutte contre les nuisances et les exemples récents ne manquent pas de montrer l'instant qui prévaut. Pour sensibiliser davantage les populations et les pouvoirs publics de la dangerosité que pourrait soulever la question des nuisances écologiques, le Coran avise, dans un passage, le lectorat sur la gravité de ce fléau et il alerte à prendre conscience du problème écologique. Le Coran est absolutiste, il désigne les activités humaines d'être tutrices de la pollution marine et continentale. En voici 2 extraits. L'omniscient dit, à la sourate intitulée « Les Romains », verset 40. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, la nuisance est devenue visible en mer et sur la terre ferme. Elle découle des produits résultant des activités humaines. Les gens vont inévitablement goûter aux effets nocifs de leurs produits. Peut-être qu'après coup, ils remédieront. La pollution des océans par le pétrole est un fléau qui affecte profondément la faune et la flore maritime. Le grand public ne s'y intéresse que quand des accidents spectaculaires surviennent, un pétrolier qui se brise ou une plateforme qui explose. Des nappes de pétrole dérivent alors vers les côtes et tuent les oiseaux de mer et les mammifères marins. Mais ces naufrages ne représentent qu'environ 10% de la pollution maritime mondiale par les hydrocarbures. La plus grande part provient de rejets volontaires des navires ou des activités industrielles sur la côte. L'impact écologique diffère selon l'environnement. En haute mer, la pollution est limitée et le nettoyage plus facile, la nappe de pétrole s'alourdit, coule vers le fond, se dissémine et devient inoffensive. Spectaculaire sur une côte rocheuse ou une vaste plage, l'impact d'une marée noire est souvent important pour la faune, mais la plupart du temps, les vagues nettoient l'écosystème en une année. Plus sensibles sont les barrières de corail. Le pétrole peut y rester collé 10 ans, causant des dégâts la plupart du temps irréversibles. Et quand les hydrocarbures s'écoulent dans des forêts de mangroves ou sur des prés salés, la pollution menace pendant plus de 20 ans. Les déchets, en provenance des bateaux, des côtes ou des fleuves, causent la mort de nombreux animaux marins. En Alaska, une équipe de chercheurs étudie les impacts des déchets sur les otaries. Les otaries mangent des déchets plastiques, se blessent avec les hameçons, s'étranglent avec les liens de plastique en provenance des emballages et des lignes de pêche, s'enchevêtrent dans les filets. La Méditerranée, derrière le paradis de ses eaux bleues,
un concentré de pollution. Dans cette mer quasi fermée, la présence de microplastiques y est 4 fois plus élevée que dans les océans les plus pollués. Car sur les 27 millions de tonnes de déchets plastiques produits chaque année en Europe, seul un tiers est recyclé. Le reste est rejeté en mer et les mauvaises habitudes ont la vie dure. Sur cette plage à Marseille, voilà ce qui est ramassé en quelques heures. Il y a pas mal de plastique quand même, c'est énormément de plastique. L'omniprésence du plastique dans la vie quotidienne. Dernièrement, je remarque beaucoup de déchets, ne serait-ce que sur les plages. Il y en a qui essayent d'avoir des sacs pour mettre leurs poubelles dedans, mais la plupart du temps, ce sac s'envole aussi à un moment. Un sac plastique met 20 ans à disparaître de la planète. Il faut 50 ans pour ce simple gobelet. Résultat, 90% des oiseaux marins et des tortues ont des fragments de plastique dans leurs estomacs et 18% des thons et des espadons. Un empoisonnement silencieux qui, selon le WWF, menace les espèces marines et la santé humaine. 78% de la pollution est toxique et persistante. Ça veut dire que lorsque les animaux vont ingurgiter ces microplastiques et qui sont ensuite consommés par chacun d'entre nous, c'est une pollution que nous nous infligeons. Une urgence mondiale, car à ce rythme, si rien n'est fait, en 2050, il y aura en Méditerranée plus de tonnes de plastique dans l'eau que de poissons. La pollution n'est pas uniquement un problème sur la terre ferme. La gravité agit 24 heures sur 24, 365 jours par an, et elle entraîne les détritus, les eaux usées et les substances chimiques vers les rivières et les fleuves, en direction de leur lieu de dépôt final, les océans. Contaminant sans cesse l'eau douce, nous mettons les baleines et leur habitat marin en grand danger, et nous avec. Il faut agir vite, et de nombreux adolescents ont décidé de prendre les choses en main. Ils veulent s'assurer que le monde dont ils vont hériter possédera des rivières et des océans plus propres. Partout dans le pays, les jeunes font la collecte des détritus, ferment les robinets d'eau et étudient de plus près la manière de protéger leur environnement. À Saginaw, dans le Michigan, de jeunes écologistes ont soumis leurs rivières à des examens et y ont trouvé des niveaux élevés de pollution par les eaux usées des égouts. Ils ont provoqué une prise de conscience à une réunion du conseil municipal de leur ville, puis ont organisé un nettoyage général de la rivière. À Washington, dans le district de Columbia, des élèves ont lancé un programme de recyclage destiné à nettoyer l'environnement et à récolter des fonds importants pour les événements dans leurs écoles. Des adolescents de Hopkinton, dans le Massachusetts, ont demandé à une entreprise locale d'éliminer leurs déchets toxiques afin de réduire les rejets dangereux des substances chimiques qui menacent les rivières en Nouvelle-Angleterre. Vous aussi pouvez contribuer à la protection de l'environnement. Utilisez moins d'eau et réparez vos robinets qui fuient. Organisez un nettoyage de votre rivière, fleuve ou sentier naturel près de chez vous. Lancez un programme de recyclage dans votre école. Emportez un sac lors de votre prochaine promenade sur une plage et mettez-y les détritus rejetés le long du littoral. Des milliers de mammifères marins et d'oiseaux de mer meurent chaque année après avoir mangé des détritus ou en se prenant dans les sacs en plastique. N'oubliez pas que le recyclage des déchets commence avec vous. Si je ne fais rien pour avoir une eau propre, qui le fera et quand ? Le futur de nos océans et des baleines qui y vivent dépend de nous. Sourate intitulée « La fumée », versets 9 et 10. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Surveillez avec attention le jour où le ciel présentera les marques évidentes de la fumée. Elle a pour effet d'emmitoufler le genre humain. Ce phénomène atmosphérique est une douleur terrible. La fumée, on la considère souvent comme un déchet. Parce que ça vient d'une combustion et comme nous on se focalise sur la combustion puisque c'est beau dans beaucoup de cas, c'est vrai dans les cheminées c'est la combustion qui nous intéresse, c'est elle qui va nous chauffer, mais dans le feu la combustion est en fait, les flammes sont en fait qu'un accessoire anecdotique, ça va être le générateur de fumée et c'est vrai que la fumée c'est aujourd'hui, on le sait, on peut le prouver très facilement, l'élément qui crée le risque parce que la fumée, loin d'être un déchet, est un corps actif. La fumée possède 5 dangers. Le premier danger c'est qu'elle est toxique, ça je crois qu'aujourd'hui le fait que tous les pompiers qui s'engagent portent un aéri accrédite le fait que nous avons bien pris la mesure de ce danger-là. Elle est opaque, puisqu'on a dans la fumée énormément de particules en suspension qui font qu'on a un obstacle à la vision et d'ailleurs aussi au son. Mais elle a 3 autres dangers. Elle est d'abord inflammable, puisque la fumée est quand même composée à très grande partie d'éléments qui viennent de la combustion, qui sont plus ou moins brûlés.
Il y a le CO2 qui lui effectivement est un corps qui, à part son problème de toxicité par manque d'oxygène, est dans la fumée, mais vous avez aussi du CO. CO que l'on a appris à être en secourisme toxique, mais surtout inflammable et explosif. S'il est dans les fumées, il pourra s'enflammer et exploser. On va aussi trouver des suies, donc les particules noires, qui sont ni plus ni moins que du carbone pur. Le carbone pur étant l'élément qui va brûler dans la totalité des corps de la création, c'est le carbone qui va brûler. Donc là, on l'a sous forme pure, donc il va aussi brûler. On a des gaz de distillation, c'est des gaz qui proviennent de la distillation due à l'échauffement des matériaux combustibles, mais qui, par manque d'oxygène, n'ont pas pu être brûlés. Bon, on va la retrouver dans la fumée. Donc la fumée est un mélange dans lequel on va trouver une multitude d'éléments qui brûlent. Donc la fumée est inflammable. Troisième danger, on sait qu'elle est toxique, on sait qu'elle est opaque, on sait qu'elle est inflammable. Quatrième danger, la fumée, elle provient d'un feu. Si elle provient d'un feu, elle est chaude. Et si on se rappelle notre formation de base de sapeur-pompier, on se rappelle que le triangle du feu, c'est combustible, chaleur, comburant. Là, déjà, on a combustible, le troisième danger, et elle est chaude puisqu'elle vient d'un feu. On a déjà deux des risques de départ de feu de notre triangle du feu de base. Donc si vous voulez, elle est chaude parce qu'elle vient d'un feu et c'est la réalité. On a tous vécu dans des feux d'appartement une sensation de chaleur qui venait du plafond. Ce n'est pas le plafond qui était chaud, c'était la fumée qui était bloquée au plafond par le phénomène de l'accumulation. Donc elle est chaude, on le sait. C'est son quatrième danger. Et le cinquième danger, c'est qu'elle est mobile. C'est-à-dire que la fumée qui a une tendance naturelle à monter, elle va s'insinuer dans toutes les fissures, toutes les ouvertures, toutes les portes laissées ouvertes ou entrouvertes, ou même d'ailleurs par les encadrements de portes, et elle va se répartir partout. Se répartissant partout, elle va amener la chaleur partout. Elle va donc pouvoir facilement propager l'incendie. Et on voit bien que ce n'est pas le feu d'origine qui propage l'incendie, mais c'est la fumée qui propage l'incendie. Parce que la fumée, elle a 5 dangers. Elle est toxique, elle est opaque, elle est inflammable, elle est chaude et elle est mobile. Le Coran a pris position sur le réchauffement climatique depuis sa révélation en 610-632. Il interpelle par un verset les êtres humains à prendre conscience du problème qui pourrait surgir de l'effet de serre naturelle. Ils risqueraient de devenir drastiques à cause des rejets excessifs de fumée. Il nous recommande, aux premiers instants de leur nuisance dans le ciel atmosphérique, de les suivre, de les surveiller et d'agir en conséquence pour y remédier, car ce fléau a un effet néfaste sur la planète tout entière. Le Coran met l'accent sur les émissions immodérées de fumée parce que leur débit démesuré travestirait l'effet de serre naturel et utile en un phénomène drastique. Il rendrait l'atmosphère terrestre inhospitalière et toute vie aérobique impossible. Le Coran nous met en garde contre ce danger qui pointe vers l'horizon et dont ses conséquences seront incommensurables. Compte tenu de l'importance des versets coraniques, qui prédisent les nuisances écologiques résultant des activités humaines, peuvent par leurs effets nocifs induire un impact sur l'ensemble des niches écologiques. L'impact sur la santé humaine et l'économie est non seulement prévisible, mais il est indéniable. Les biochimistes ont examiné certains polluants et ont constaté que certaines pathologies provenaient des polluants recensés. De nombreuses activités humaines, qu'elles soient industrielles, chimiques, agricoles, sont responsables de dégradation de l'environnement. La contamination par le plomb, des sols, des nappes phréatiques perturbe les écosystèmes. Les images de désolation que présentent les décharges publiques à ciel ouvert et leur cumul sur les chemins de la voirie transforment nos villes et les zones urbaines en poubelles. Ces menaces environnementales constituent un risque majeur pour la santé de l'homme, apparition et ou recrudescence de pathologies diverses, maladies cancéreuses, maladies infectieuses, malformations congénitales, pathologies cardiovasculaires et respiratoires, diminution de la qualité de vie et du bien-être. Les dégradations environnementales sont visibles en mer et sur la terre ferme. Leurs nuisances sont avérées par les analyses des épidémiologistes. L'impact par certains endroits est irrémédiable et son taux de nuisance agit sévèrement sur les biotopes. La diffusion des gaz polluants dans l'atmosphère, les déchets toxiques répartis dans la nature et les déchets plastiques, qui terminent leur parcours final dans l'océan, sont reconnus comme cancérigènes aussi bien pour l'homme que pour le monde du bestiaire. Ces nocivités écologiques ont des conséquences préjudiciables et mettent en danger la santé humaine, elles nuisent aux ressources biologiques et aux écosystèmes. Pour remédier ou réparer un dommage écologique grave, il faudrait identifier les auteurs des préjudices et déterminer les personnes mises en cause ou institutions. Les protecteurs de la nature, avec l'aide de l'État, devront s'outiller de textes juridiques qui soient liés aux préjudices écologiques. La France, un peu pionnière sur ces sujets, a fait paraître au mois d'août 2016 un article pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il dit que toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de la réparer.
Pour permettre cette application, la jurisprudence devra élaborer une méthode d'évaluation adaptée au biophysique et proportionnée aux dommages écologiques. Les pouvoirs publics devraient obtenir la réparation ou la remédiation à la mesure du dommage causé. Lorsque le sol terrestre soit, par exemple, détérioré par la pollution, l'application serait que la phytoremédiation ou la mycormédiation restaurera le sol pollué.